Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce lundi 11 décembre. Quelle place pour l'intelligence artificielle dans le monde professionnel? Comment les entreprises intègrent l'IA dans leur travail quotidien? Cyril Darmon, spécialiste de la question, sera notre invité dans ce journal. Boris Herman, 4e de la première édition du Retour à la base. Les Japonais grands vainqueurs du tournoi international de judo de Monaco. Les derniers résultats sportifs seront à découvrir dans ce JT. Nous analyserons également la tendance de la seconde main, allié anti-inflation pour les uns, geste écologique pour les autres. Ce phénomène connaît un véritable essor, poussé par le digital. Un avis que partagera sur notre antenne Laurence Flattard, analyste marché chez SVP. Puis à la fin de ce journal, nous reviendrons sur le dernier concert de l'année de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. L'AMSF, l'autorité monégasque de sécurité financière, a créé son nouveau guide pratique pour les agents immobiliers. Il a été présenté aujourd'hui dans l'objectif de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive et la corruption. Autrement dit, le LCBFT. Louis Danty, conseiller technique à l'AMSF, vous en dit plus, il est au micro d'Émilie Terrasson et Alban Gingembre. Ce qui est important, c'est que tous les agents aient le même niveau de connaissance minimale sur le LCBFT. Ce qui était très compliqué avant, c'est qu'on voyait qu'il y avait des disparités importantes entre les grosses agences qui avaient en général des compliance officers et qui avaient une capacité à comprendre la LCBFT, et puis d'autres qui étaient peut-être des agences plus petites, avec un niveau, disons, de connaissance de ce sujet-là qui était peut-être un peu plus approximatif. Et je pense aussi qu'on avait des supports de formation qui étaient un tout petit peu trop déconnectés par rapport à ça. Nous, on voulait absolument aussi que dans un petit fascicule soient réunies les principales des diligences à mettre en œuvre, et surtout qu'il n'y ait pas, disons, de difficulté à trouver l'information. On se rend compte aussi que depuis quelques années, beaucoup de gens savent beaucoup de choses, mais pas forcément de façon très digérée, on va dire, de façon très concise. Ce qu'il faut absolument, c'est que chacun ait un niveau de connaissance minimum, un vade-mecum minimum, et soit capable de réagir de façon presque par réflexe par rapport à des situations qui sont parfois très différentes. L'intelligence artificielle transforme le monde professionnel et nos manières de travailler. C'est une vraie révolution qui est là depuis un certain temps maintenant, mais dont on réalise réellement les implications aujourd'hui. Cyril Darmon est un spécialiste reconnu dans le domaine de l'intelligence artificielle. Julia Vial l'a interrogé sur l'importance et l'impact de l'IA dans le monde entrepreneurial. Bonsoir à vous, Cyril Darmon. Bonsoir. Alors pour mieux comprendre les bouleversements que nous vivons dans le monde du travail avec l'intelligence artificielle, comment les entreprises intègrent l'IA dans le travail quotidien finalement de leurs salariés? Aujourd'hui, les entreprises se posent beaucoup de questions concernant l'intégration de l'intelligence artificielle au sein de leurs services. Donc, ils font appel la plupart du temps à des consultants pour mettre en place des solutions, on va dire, d'exploration d'intelligence artificielle pour justement l'implémentation à l'intérieur des services. Et c'est une vraie problématique parce que aujourd'hui, la plupart des entreprises ont du mal à anticiper l'implémentation de l'intelligence artificielle. Alors quels sont les vrais avantages des intelligences artificielles? Que peuvent-elles nous apporter finalement? De la rapidité? Aujourd'hui, ne pas utiliser l'intelligence artificielle, c'est comme si on se disait « je n'utilise plus l'électricité, je reviens à la bougie ». L'intelligence artificielle doit, pour les entreprises, faire partie intégrante de leur process. Ne pas utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui en entreprise, c'est vouer carrément l'entreprise à la mort. Parce que l'intelligence artificielle, l'IA comme on l'appelle, apporte de telles choses puissantes en termes de développement, en termes de rapidité, en termes de productivité, que si on ne l'utilise pas, à côté, les entreprises qui, elles, l'utilisent vont être de plus en plus concurrentes et nous, voués à l'échec. A contrario, que penser de toutes les peurs qu'elles font naître, que ce soit la disparition de certains métiers ou bien la suppression de postes dans les entreprises?
c'est vrai que de toute façon l'IA va générer des suppressions de postes. On ne peut pas faire sans, c'est pas possible. Aujourd'hui, on peut prendre des exemples comme les traducteurs notamment. Ce sont des postes qui vont progressivement disparaître. On peut faire un parallèle. À l'époque des voitures et des chevaux, on avait des personnes qui ramassaient les bousses de cheval derrière les chevaux en ville. Ils ont complètement disparu. À chaque fois qu'il y a des technologies majeures qui émergent, forcément, ça supprime des emplois, mais par contre, ça en génère d'autres. On va dans le secteur du marketing, par exemple, du marketing digital. On a des copywriters, notamment, qui passaient leur temps à écrire pour d'autres personnes. Là, l'intelligence artificielle va justement les augmenter, va les booster, va leur donner beaucoup plus de valeur ajoutée dans leurs écrits. Donc pour moi, ce sont des atouts énormes pour l'évolution des métiers. C'est vrai qu'on a déjà le sentiment de faire un énorme bond en avant avec ces intelligences artificielles. Ça sera ma dernière question. Mais quel avenir ont-elles selon vous? C'est quelque chose d'assez impressionnant parce que l'année dernière, un des pères de l'intelligence artificielle nous disait qu'il va falloir à peu près 20 ans pour arriver à ce que l'on appelle l'intelligence artificielle générale. C'est-à-dire qu'une intelligence artificielle capable pratiquement de remplacer l'homme. Il y a quelques mois, cette même personne nous disait il va falloir entre 3 à 6 ans. Et puis, il y a quelques semaines, on a vu le tsunami chez OpenAI, où Sam Altman s'est fait virer manu militari par son conseil d'administration. Au départ, on ne savait pas pourquoi, et puis il y a eu des fuites. Les fuites ont été faites par des chercheurs directement d'OpenAI, qui disaient quoi? Qui disaient que OpenAI, donc ChatGPT, avait quasiment atteint la maturité d'une intelligence artificielle générale. Donc ça va excessivement vite. Je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre des cadres, il faut mettre des garde-fous très vite, très importants, de façon à ce qu'il n'y ait pas de dérapage suite à l'intelligence artificielle. Merci beaucoup à vous, Cyril Darmon, de nous avoir apporté toutes ces précisions sur l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Merci infiniment. Ouvrons une page sport à présent avec tout d'abord la 4e place de Boris Herrmann dans le retour à la base. C'était la première course en solitaire pour le skipper de Malitia Sea Explorer dans sa campagne du Vendée Globe 2024. Parti le 30 novembre dernier de Fort-de-France, il est arrivé dimanche à Lorient après une traversée un peu mouvementée. Je vous propose de l'écouter. Je suis très satisfait avec la course et j'ai eu un petit souci bête que l'eau rentrait dans le bateau et il fallait écoper tout le temps, donc je suis un peu plus fatigué que d'habitude. Mais sinon, tout allait bien. Très content d'être là, donc les dernières 200 000, on gère déjà un peu la côte, le trafic. Il y avait beaucoup de trafic cette nuit, beaucoup de vent aussi. Et je pense que j'ai dû abîmer la grande voile pendant cette nuit. Parfois on ne voit pas beaucoup avec les lumières d'intérieur et tous les embruns sur le pont. Et là on fait un petit dernier empannage après la ligne d'arrivée et la grande voile se déchire en deux. Donc j'ai eu un peu la chance de mon côté cette fois-ci que ça ne s'est pas arrivé aux Açores comme pour Thomas. Voilà pour la réaction de Boris Herrmann après sa 4e place dans le retour à la base. Nous vous en parlions hier avec notre invitée Sophie Vincent, présidente de la Fédération monégasque de judo. Le tournoi international de judo de Monaco, trophée Gérard Bertrand, a eu lieu dimanche au Stade Louis II. Fidèle à sa réputation, le niveau était très élevé et ce malgré les Jeux Olympiques qui approchent à grands pas. Yannick Debever et Lionel Bernardi reviennent sur les temps forts de ce tournoi. La salle Omnisport Gaston Médecin a laissé au vestiaire les paniers de basket pour chausser ses plus beaux tatamis. Ce dimanche, c'était le 28e tournoi international de judo de Monaco, trophée Gérard Bertrand. Une compétition forcément différente des autres années à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris. On a réussi à avoir encore un beau plateau malgré la présence dans quelques temps des Jeux Olympiques, ce qui a éloigné certains combattants pour des raisons de sécurité, pour des raisons aussi la fédération ne veut pas qu'ils viennent dans des compétitions qui ne sont pas qualifiantes pour les Jeux Olympiques. Donc on a eu peur, mais non, on a un beau plateau, des Japonais, des Ukrainiens et même des Monégasques qui ont bien tourné cette année. Je suis content parce que je me dis, on fait pour les étrangers, mais on fait aussi pour les nôtres. Si l'équipe monégasque n'a pas démérité dans ce tournoi, elle n'a quand même pas réussi à sortir des phases de groupe.
Ce sont les Japonais, champions en titre, qui ont de nouveau imposé leur judo à Monaco. En finale, les universitaires nippons ont dominé Sainte-Geneviève-des-Bois, pourtant meilleur club français. Il y avait 6 membres de l'université Kokuhakuin et un de l'université de Keio où j'enseigne. Et en fait, ce sont 2 universités, notamment l'université de Kokuhakuin, qui visent à être dans les 4 premières universités du pays. Et il y a toujours une étape sur le quart de finale japonais qui est compliquée. Et parce qu'il y a d'autres universités qui historiquement sont très très fortes. Donc pour ces judokas, ça leur donne une expérience internationale. Et ça, c'est extrêmement important. Et par exemple, je vous donne un exemple. L'année dernière, il y a un des étudiants qui était là, qui était le moins 66 kg. À la suite de cette compétition, il a été sélectionné pour les championnats du monde junior et il a fait 3e. Et peut-être que ce même destin attend le judoka Otsuka qui s'est vu remettre un prix spécial pour avoir remporté tous ses combats par ippon. L'absence de grande pointure du judo mondial a permis aux espoirs de ce sport de briller et assurer le spectacle dans la salle Gaston Médecin. Le rendez-vous est déjà donné pour l'année prochaine avec en projet un possible changement de format. Intéressons-nous à présent à une tendance qui a connu un véritable essor avec la crise sanitaire et le développement du digital. Le marché de la seconde main est en pleine croissance. Solution contre l'inflation pour certains, prise de conscience écologique pour les autres, l'achat de produits d'occasion paraît devenu incontournable. Son marché représenterait près de 105 milliards d'euros dans le monde, dont 33 milliards dans le secteur de la mode. Avant d'analyser ce phénomène avec notre invité Laurence Flattard, nous sommes allés à votre rencontre pour savoir si la seconde main fait désormais partie de vos habitudes. Réaction au micro de Christine Datomel. Moi, je vends toujours mes habits et des fois j'achète de la seconde main pour les chaussures ou les chapeaux ou les bonnets, mais je trouve que c'est très bien. J'en pense que c'est bien. Ça permet d'acheter des affaires souvent de marque moins chères, souvent de bonne qualité si on sait les choisir. Après, voilà, chacun fait comme il veut, mais bon, c'est vrai qu'on peut trouver de bonnes occasions à moindre coût. Non, j'utilise pas forcément de seconde main. Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît pas dans ce concept? C'est pas que ça me plaît pas, c'est que des fois je me suis pas forcément intéressé à ça et je me suis pas tourné vers la question. Je pense que c'est très bien pour l'environnement, surtout quand les enfants sont petits. On utilise les choses pendant quelques mois, après on partage entre les amis, oui, c'est très bien. Ouais, je fais Vinted. Je trouve ça pratique et tout. Pour des pulls Zara, des fois, on se retrouve, ils sont à presque 40 balles. Et là, on les a à 5 € sur Vinted. Franchement, c'est cool. Un petit peu le même principe, c'est-à-dire que parfois, effectivement, sur des vêtements, sur parfois aussi de l'outillage aussi, des fois en seconde main, on trouve parfois des bonnes affaires. Donc du coup, c'est toujours intéressant de regarder un petit peu ce qu'on trouve à droite à gauche. Voilà. Ça demande une petite veille, mais c'est intéressant. La seconde main entre donc petit à petit dans vos habitudes de consommation. Pour prolonger la compréhension de ce phénomène, accueillons notre invitée. Elle est analyste marché chez SVP. Bonsoir Laurence Flattard. Bonsoir. Merci d'être notre invitée ce soir sur Monaco Info. Nous allons tenter de mieux comprendre ensemble ce phénomène de la seconde main. Tout d'abord, comment peut-on expliquer ce succès ? Ce succès de la seconde main s'explique d'abord par des raisons économiques. Donc, les Français sont confrontés au problème de l'inflation. Et donc, d'un point de vue budgétaire, les porte-monnaies sont resserrés. Et donc, la seconde main permet d'acquérir des biens comme s'ils étaient neufs, mais à des prix plus intéressants. C'est un marché devenu incontournable selon vous désormais ? Oui, c'est incontournable. En effet, il y a une multiplication des plateformes et une multiplication en fait des sites qui proposent de la seconde main, que ce soit dans le textile ou tout autre produit. Donc la seconde main concerne de nombreux produits. L'essor du digital a donc amplifié la donne. Hein. Je pense notamment à Vinted ou Le Bon Coin. Les sites comme Vinted et Le Bon Coin, en fait, ont boosté le digital en fait dans les ventes de seconde main, en détrônant ainsi des formes traditionnelles comme les brocantes ou malheureusement
des sites comme Emmaüs. Et qui sont les consommateurs? On pense tout de suite à une clientèle un peu plus jeune, est-ce que c'est le cas? Les plus jeunes, en fait, de la génération Z, c'est-à-dire entre 97 et 2010, en fait, 63% ont acheté des produits de seconde main. En fait, il y a aussi un aspect éco-responsable. Et les jeunes, en fait, sont très soucieux de leur empreinte carbone et de l'éco-responsabilité. Est-ce que c'est un modèle qui a des limites? C'est un modèle qui se porte plutôt bien, puisque en ce qui concerne Vinted, par exemple, c'est une société qui a été créée en 2008, qui a fait son apparition en France en 2013 et qui a eu une augmentation de son chiffre d'affaires de 51% en 2022. C'est vraiment le mode de consommation de crise, en fait. Et comme vous le dites, malheureusement, ça a eu un impact sur des secondes mains que l'on connaissait avant, parce que c'est pas nouveau, ce phénomène de la seconde main. Vous citiez tout à l'heure Emmaüs. Les raisons sont plus vraiment les mêmes, en fait. En mode textile, par exemple, ça représente 6 milliards d'euros. Et l'idée, c'est que les consommateurs veulent être à la pointe de la mode et de la bonne pièce de qualité en matière textile. Et Vinted est par exemple la première plateforme de seconde main mode en France. Et est-ce que la seconde main a sa place à se faire sous le sapin? En effet, à Noël, peut y avoir des ventes de seconde main sous le sapin sans problème, parce que les Français ont compris aussi l'intérêt éco-responsable en fait des produits. Eh bien, merci beaucoup Laurence Flattard de nous avoir éclairé sur ce phénomène de la seconde main, un phénomène qui est, on l'a bien compris, en forte croissance. Merci. Merci. Retour à présent sur le dernier concert de l'année de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Comme ce fut le cas depuis le début de la saison, le public était venu nombreux à l'Auditorium René III pour assister à un moment unique. Kazuki Yamada avait invité sur scène un soliste de réputation internationale, le pianiste polonais Piotr Anderszewski. Plus de détails dans ce reportage de José Sacré. Au programme du concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada, dimanche 10 décembre, la symphonie numéro 5 de Schubert, l'ouverture de König Stefan et le célébrissime concerto pour piano numéro 5, l'Empereur, de Beethoven avec en soliste le pianiste Piotr Anderszewski. Le concerto L'Empereur est un des sommets de la virtuosité pianistique de Beethoven et un moment important de son style héroïque, écrit dans la même tonalité que la symphonie héroïque. L'œuvre se distingue par son audace formelle et ses proportions ambitieuses. C'est une œuvre qui touche particulièrement le pianiste Piotr Anderszewski. Il représente beaucoup car c'est une des premières œuvres que j'ai connues de ma vie. Quand j'étais très petit, je devais avoir 3-4 ans, mais mes parents mettaient un disque et c'est avec ce concerto, entre autres, que j'ai connu la musique tout court. Donc c'est émotionnellement assez important pour moi, oui. Oui, ça touche des couches très profondes. Ouais. Prochain concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo le 14 janvier, au programme une symphonie de Korngold et le concerto numéro 4 de Beethoven avec le pianiste Louis Lorty. Oui, avant le 14 janvier, l'OPMC propose de fêter avec son public le Nouvel An orthodoxe le 13 janvier 2024 à l'Auditorium René III. Le grand pianiste Simon Trepseski sera entouré d'un ensemble de musique traditionnelle de Macédoine pour un moment très particulier.
Dans le reste de l'actualité, le gouvernement princier alerte les résidents sur des appels téléphoniques malveillants, émis depuis des numéros d'opérateurs étrangers et apparaissant souvent comme masqués. L'interlocuteur se fait passer pour un policier ou un avocat et fait croire qu'un membre de votre famille a été impliqué dans un grave accident de la circulation. Il cible principalement les personnes âgées. Il ne faut surtout pas donner suite à cet appel et bloquer le numéro de téléphone. Au cours des dernières 48 heures, 1500 appels téléphoniques malveillants ont été passés sur plus de 600 lignes téléphoniques monégasques. Le gouvernement appelle donc à être vigilant. Cette date à présent à noter dans votre agenda, qui pourrait vous intéresser d'ailleurs si vous êtes toujours à la recherche de cadeaux de Noël. Jeudi prochain, la Condamine sera en fête pour une journée shopping exceptionnelle. Boutiques, bars, restaurants, l'ensemble des commerçants du quartier proposera des offres alléchantes. Plus d'informations sur la page dédiée, le www.monacoshopsrendez-vous.com. Et restons à la Condamine où Christinda Thomel nous attend pour un nouveau numéro de Ceux qui font Monaco. Bonsoir Christinda. Oui, aujourd'hui c'est devant un concept inédit en principauté que l'on se retrouve. Nous nous retrouvons devant Supernature, un établissement qui propose ici de sublimer les mets tout en faisant pétiller vos papilles. Ici, donc on est à la fois cave à vin, bar à vin et restaurant, avec une ligne directive assez particulière puisqu'on ne vend que des vins nature et biodynamiques. Donc en termes de cuisine également, on va avoir un respect du produit avec des produits frais, locaux et préparés sur place. Et c'est un établissement qui a été créé pour mettre en avant vraiment la culture du bio et des bons produits pour la santé. Au niveau culinaire, on va avoir plusieurs choses. On va avoir des choses à partager, des petits tapas, disons, des planches le soir souvent. Et puis on a des plats cuisinés mis en avant aussi et qui changent régulièrement d'une semaine à l'autre, parfois d'un jour à l'autre. Comme par exemple aujourd'hui en plat du jour, on a des Saint-Jacques poêlés avec de la purée de céleri rôti et un petit peu de pommes. Alors vous sublimez toujours les légumes, hein? On essaye toujours de sublimer les légumes effectivement. Après on n'est pas un restaurant végétarien pour autant. On a aussi bien de la viande et du poisson. Mais tous les produits sont ici sublimés par notre chef. Déjà on a les vins du domaine Fonduc-Praduc qui est en fait le propriétaire de l'endroit. Donc qui sont des vins en biodynamie en Provence à Ramatuelle à côté de Saint-Tropez. On a du rosé, du rouge, du blanc sur une petite cuvée assez inédite de temps en temps également. Puis on va trouver toutes les régions globalement, aussi bien du Bordeaux que du Bourgogne, de la Loire, de toutes les couleurs. Et puis on met en avant aussi les pétillants naturels qui sont des produits un peu phares des vins nature, qui sont des vins pétillants faits de manière naturelle. Vous l'aurez compris, ce bar à vin naturel vous propose une carte riche et variée avec des produits issus de l'agriculture biologique. Sachez que Supernature est ouvert du lundi au vendredi de 11h à 23h30. Et magie de la télévision, on vous retrouve Christinda Thomel désormais dans les studios de Monaco Info pour les prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de demain ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain, le temps qui s'installera, le matin sera couvert. Les nuages se dissiperont en début d'après-midi pour laisser place à un beau ciel bleu. Le thermomètre oscillera entre 12 et 16 degrés. Le soleil se lèvera à 7h52 et se couchera à 16h54. Demain, nous fêterons les Corentins. Une pensée donc à tous les Corentins pour cette journée du 12 décembre. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte en images avec les photos de Frédéric Nébinger qui vous emmène ce soir sur les planches du théâtre Princesse Grasse avec la représentation de Demain la revanche de Sébastien Thierry avec Gaspard Proust. À suivre les experts basket avec Yannick Debeuvert et Ali Traoré. Quant à nous, on se retrouve demain, 19h, pour un nouveau JT sur Monaco Info. Excellente soirée à tous.